bienvenue à cet autre rendez-vous, le débrief de l'actualité sur Canal 2 International, un peu comme chaque soir de lundi à vendredi, face à l'intensification des appels au boycott par réseaux sociaux interposés. Eh bien, les candidats et la société civile demandent de boycotter le boycott à 7 jours des élections législatives municipales du 9 février à venir. Eh bien, la campagne sur le terrain a atteint sa vitesse de croisière. Les candidats et les partis politiques disent donc les auteurs des appels au boycott avoir mis en exil le MAC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, qui est d'ailleurs le parti politique à l'origine de cet appel. On ne peut plus au boycott de ces élections. Chassé croisé, peut-il avoir donc un effet sur l'engouement des Camerounais à aller aux urnes le 9 février prochain? En tout cas, c'est la question qui nous interpelle ce soir, parce qu'au bout, il y a la question de la participation des électeurs à ce grand rendez-vous électoral au Cameroun. Eh bien, nous allons en parler ce soir en termes de débrief avec nos invités, tous ou presque déjà dans ce studio. Je commence par celle qui est le plus proche de moi dans ce studio. Elle est exactement assise à ma gauche. Le professeur Justine Difo, qu'on ne présente plus. Professeur, bonsoir. Oui, bonsoir. Pour renseigner les citoyens camerounais sur le thème que vous avez mis sur le plateau ce soir. Alors, More Women in Politics, c'est un peu une initiative de la société civile que vous conduisez depuis belle lurette maintenant. Mais là, vous avez franchi un autre palier. Vous conduisez une croisade. Je vote en 2020. Est-ce qu'il y avait un problème de vote des Camerounais? Il faut dire que si More Women in Politics est sur le terrain depuis 2007 à la faveur de la participation politique des femmes et des jeunes dans les processus électoraux d'un cycle électoral à un autre. Cette fois-ci, cette caravane rentre bien dans le cadre du programme Démocratie au féminin, financé en 2016 par l'Union européenne et qui courait jusqu'en 2018. Je veux dire, pour les élections législatives et municipales de 2018. Malheureusement, le scrutin, les élections ayant été prorogées, je veux dire repoussées 2 fois, nous avons reçu un avenant, nous avons eu droit à un avenant qui nous a permis justement de nous déployer dans cette élection. L'élection étant ce moment clé, cet instant de la vie de la nation. Au cours duquel les citoyens sanctionnent leurs élus. Justement, à mesurer la participation politique des citoyens pendant cet exercice. Je vote en 2020, donc il y avait problème. C'est ça, je vote en 2020 au lieu de je vote en 2018. Oui, je vote en 2020. Il y avait problème. Problème parce que, sincèrement, nous nous situons là dans le continuum de ce projet. Et problème parce que nous avons mobilisé les hommes, les femmes, les jeunes à aller s'inscrire massivement sur les listes électorales. Ben, nous persévérons tout simplement par cohérence. Il est de bon ton que le moment venu, le moment étant l'instant présent, étant le présent, que nous les amenions à aller voter. Le 9 février prochain. Nous nous érigeons naturellement contre tout mouvement, tout mot d'ordre de boycott des élections, parce que nous pensons que c'est le moment d'aller exercer ce droit civique et ce citoyen. Bienvenue, Njip est avec nous sur ce plateau. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Candidat député du côté d'Union Ekele pour le compte du PCRN. Le parti donc Cabral Libi est tête de liste, en tout cas président national. Et c'est également lui qui est tête de liste par rapport à votre liste. Vous êtes 3. Bienvenue sur ce plateau. C'est un plaisir de vous accueillir. Vous boycottez ou pas? En tout cas, vous êtes sur le terrain. Vous ne boycottez plus. Bonsoir à toi, Ghislain, et bonsoir à tous les copanélistes. Bonsoir à tous nos millions de concitoyens qui nous regardent à travers le monde. Particulièrement les militants du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Je reviens du terrain. J'ai dû braver 100 km pour arriver. Est-ce que sur le terrain, vous sentez comme une espèce de résistance? Parce qu'il y en a qui rament à contre-courant. Sur le terrain également, il y en a qui prennent le boycott, tantôt en termes de participation aux meetings que vous organisez, tantôt en se rétractant par rapport au discours que les hommes politiques, les candidats tiennent dans le cadre du porte-à-porte. Est-ce que vous ressentez ce rétrécissement, cette façon de se rétracter sur le terrain? Il y a de la résistance? Vous avez vu le président national Cabral qui revient d'une tournée vers le Grand Nord, à Kaikai, à Pitois, à Menganga, où ça a traîné quand même beaucoup de monde. Voilà, donc ça veut dire que pour nous, le boycott, on n'en parle pas. Si on parlait de boycott, on ne serait pas là,
me présenterai pas comme candidat aux élections à venir. Allez, le SDF est également avec nous. Je rappelle qu'on a invité le MSC qui devrait nous rejoindre sur ce plateau d'un moment à l'autre. Monsieur Menou, bonsoir. Bonsoir. On parlait pour le compte du Social Democratic SDF. Le boycott que vous aviez annoncé en son temps n'a plus eu lieu. Est-ce qu'aujourd'hui, le SDF s'est pieds et mains liés dans la campagne et appelle les citoyens à aller aux urnes le 9 février prochain? Déjà, bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 2. Je sais qu'ils sont nombreux à nous regarder. S'il y a un parti qui apprécie mieux le boycott, c'est bien le Social Democratic Front, mon parti. Vous êtes d'accord pour le boycott? Je veux dire que nous avons bien apprécié le boycott tout le long de l'histoire récente du SDF, parce que nous connaissons les aspects positifs comme négatifs du boycott. Le boycott, c'est une démarche politique qu'on ne peut pas forcément contester. C'est une expression, parce que nous, on a boycotté l'élection en 92 et ça nous a coûté ce que ça nous a coûté. On a également boycotté en 97, donc on est mieux placé pour apprécier ce que c'est que le boycott. Apprécier le boycott pour le cas d'espèce? Oui. Ben pour ce cas-ci, nous avons dit que nous ne pouvons pas être absents à cause de plusieurs paramètres. Dans un premier temps, nous options pour le boycott au cas où la situation qui prévaut dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest n'est pas sérieusement adressée par le régime en place. Dieu merci, il y a eu quelques évolutions. C'est pas encore ce que nous attendions, mais nous avons pensé que au lieu d'emprunter cette démarche suicidaire qui considère à ne pas être dans la scène politique pendant un certain nombre d'années, il vaut mieux avoir des élus pour que nous puissions candidater aux élections à venir, parce que nous estimions que la situation peut brutalement évoluer et que nous serons à la marche comme ceux qui se plaignent en ce moment. Brutalement évoluer? Oui. Qu'est-ce que ça dit? Ben, ça veut dire que les choses dont nous demandions peuvent trouver grâce auprès du prince, et puis les choses évoluent. Et si nous n'étions pas présents, si nous n'avons pas d'élus, je vous rappelle que ceux qui ne sont pas partis, ils auront plusieurs années sans se présenter à aucune élection puisqu'ils n'auront pas d'élus. Joël Moussa, bonsoir. Vous êtes politologue très connu des plateaux de télévision et donc de Canal 2 International. Alors, je voudrais questionner l'observateur distant ce soir. Votre nez, on va dire, sur le plan professionnel est à votre droite, mais surtout pas sous ce prisme-là, puisqu'elle conduit un mouvement Je vote en 2020. Joël Moussa, avec la distance, est-ce que vous vous dites le boycott était un peu attendu au lendemain de l'élection présidentielle de 2018 au Cameroun, d'une part, et d'autre part, est-ce que ça ne fait pas partie d'un discours normal dans une élection? En fait, ce que vous faites bien de le dire, c'était un peu attendu parce que c'est la logique. Vous savez, lorsque on sort d'une élection présidentielle et on opte pour la contestation des résultats, ce n'est pas le cas du Cameroun. On l'avait vu au Congo avec et en RDC avec Martin Fayulu. Heureusement, là-bas c'était les élections générales, mais vous l'avez surtout vu au Gabon avec Jean Ping. Lorsque vous sortez d'une élection présidentielle et vous décidez de ne pas reconnaître les résultats qui sont officiellement promulgués et vous vous autoproclamez président élu, comme cela est arrivé, et alors il se pose un dilemme. Soit vous allez à l'élection convoquée par le président illégitime, vous rentrez dans le jeu institutionnel, ce qui revient à vous contredire, soit vous persévérez dans votre logique et vous ne prenez pas part aux activités politiques qui sont programmées et implémenté par ces présidents-là que vous ne reconnaissez pas. C'est une logique. Maintenant, il y a d'autres réalités qui sont des réalités d'ordre matériel et structurel. Je l'ai dit en d'autres temps, pour avoir les candidats sur l'ensemble des 366 circonscriptions des municipales et les 185 circonscriptions des législatives, il vous faut 711 300 000 de caution seulement. À cela, vous devez ajouter les frais de campagne, les effigies, les professions de foi. Considérant que l'élection locale est une élection éclatée, 85 circonscriptions législatives, c'est 85 types de professions de foi, d'effigies, de banderoles, etc. que vous devez faire indépendamment. Car 360 circonscriptions municipales, c'est autant d'endroits que vous devez où vous devez battre campagne, où vous devez mettre beaucoup de moyens à chaque fois, comme s'il s'agissait d'une élection unique. Donc cela demande un déploiement assez important et
il vous faut trouver aussi les candidats. C'est quand même 10 256 conseillers municipaux que vous devez trouver et 360 députés, ça veut dire 180 titulaires et 180 suppléants. Donc, autant de choses qui renseignent sur la capacité de déploiement des partis politiques qui sont obligés d'investir là où ils peuvent. Et en essayant de faire des calculs, j'investis là où j'ai le plus de chance. C'est pour cela que quand vous observez les résultats de 2013, l'UNDP investit dans environ 110 listes au municipal et a atteint au moins 5% dans les 110 listes. Chaque fois que vous avez vu un parti politique, je prendrai le cas des partis politiques tels que l'UDC, etc. Vous verrez, il investit dans 20 communes et il a au moins 5% dans 19 communes. Question de rentrer un Donc, peu pour récupérer d'abord la caution, mais cela renseigne sur le calcul qui est fait d'abord à l'avance par les partis politiques, qui est conscient du fait qu'ils ne peuvent pas investir partout, tant à cause des difficultés matérielles que structurelles, investissent là où ils ont le plus grand nombre de chances de réussir. Donc, c'était prévisible pour ces deux raisons-là, plus ou moins. Mais ce qu'on constate aujourd'hui, et il faut le rappeler, c'est que pour les élections couplées du 20 février, nous avons 58 partis politiques qui sont engagés. Cela fait environ un parti sur 6 ayant une existence officielle et légale au Cameroun. Et quand vous prenez les 58 partis politiques, ces partis politiques pour les législatives, parce qu'il faut corriger quelque chose qui a été dit dans les réseaux sociaux avec beaucoup d'insistance, selon lesquels les partis d'opposition auraient seulement investi pour 46 postes de députés. C'est faux. Les partis d'opposition sont présents. Les partis d'opposition sont présents dans 74 circonscriptions législatives sur 85 et sont candidats pour 145 postes de députés sur 180. Allez, ça, ce sont les et s'il vous plaît, pour les municipales, ces partis-là sont candidats dans 245 circonscriptions municipales sur les 360. Donc pour dire que contrairement à l'image qu'on aurait, et vous me permettez de terminer là-dessus, contrairement à l'image qu'on aurait, parce que la campagne des élections locales est spécifique. Les gens ne doivent pas s'attendre à une idéologie à caractère national. C'est des élus qui veulent les suffrages. Non, je voulais préciser une chose. Les effervescences qu'on a eues lors de la campagne présidentielle ne sont pas de mise. On parlera tout à l'heure de stratégie avec le porte-à-porte, etc. On y arrive. On verra quelles sont les stratégies des partis politiques. Voilà. Donc la campagne, surtout lorsque vous observez l'arrière-pays, j'observe de très près ce qui se passe dans le Grand Nord, par exemple. Lorsque vous observez ce qui se passe dans l'arrière-pays, le Grand Nord, certaines localités de l'Ouest, par exemple le Nord, etc., il y a une forte effervescence et la campagne a toujours été morose, entre guillemets, dans les grands centres urbains pour quiconque observe les élections depuis 2007. Calais Baudé nous a rejoint. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. On vous donne le temps de souffler, le temps de donner la parole au professeur Justine Difo. Alors, l'une des motivations pour lesquelles vous avez organisé cette caravane, c'est que vous avez dû constater les risques de perturbation, je mets sérieuse, parce que le concept est de vous, des équilibres à la fois à caractère social, culturel, politique et infrastructurel, je veux dire institutionnel. Quels sont les éléments qui vous ont permis d'arriver à cette conclusion en termes de risque de perturbation? Oui, nous avons constaté comme tout le monde. Vous savez, les réseaux sociaux n'ont pas que de vertus. Entre les usages intelligents des outils de communication et la perversité que ces mêmes outils peuvent drainer, il faut bien se dire que lorsqu'on analyse, il y a la fabrication de l'information qui justement est biaisée. On utilise aujourd'hui les réseaux sociaux pour véhiculer 10% de bonnes informations, informations justes, vérifiables, contre avérées, 90%. contre 90%. Ceci étant dit, et il y en a justement qui sont outillés dans l'ingénierie de la fabrique de l'information et de ce genre, vous avez appelé cela les fake news, justement parce que ils ont derrière cela des objectifs à atteindre. Et cela nous revient. Moi, en tant qu'éducatrice, en tant qu'analyste, en tant qu'universitaire, je suis en plus au ministère de la Communication, j'ai appris avec les journalistes qu'il faut recouper chaque information qu'on reçoit. Et lorsque sur 100 informations, on a 90% qui reviennent comme étant des informations à visée
des informations malveillantes, on se pose bien la question de savoir entre les élections, les résultats des élections de 2018 et les élections que nous préparons et qui se dérouleront en 2020, ce qui a bien pu se passer. Comment justement se positionner pour anticiper dans la préservation de la paix avant, pendant et après ce processus électoral. Éviter les faits, les hate speech, comment on appelle encore ça, les propos haineux, les discours de haine, désormais au regard de la loi camerounaise. Et voilà, et répréhensible, fort heureusement, parce que je parlais de ça avec un aîné ce matin qui m'a dit, mais pourtant il y a une loi. Oui, il y a une loi et il faut bien qu'à un moment donné, on active sur le levier de cette loi. Mais nous, pour éviter justement qu'on soit toujours en train de se mettre dans une démarche curative, vous êtes dans une démarche pédagogique. Il faut éduquer les citoyens. C'est vous colle à la peau, madame le professeur. Au Calais Bodé, où est-ce que vous en êtes avec les appels au boycott? Les appels c'est terminé, au boycott, vous avez levé les coups par rapport à cela? Non, le boycott se porte bien. Je sors de Marois. Quelqu'un disait que les élections locales la campagne de ces élections a toujours été morose. Si c'est ça qui caractérise ce type d'élection, je dois dire que de Marois où je sors, c'est plus que grave, c'est plus que morose, quoi. Un peu partout dans le littoral, dans le centre, les gens adhèrent massivement à ce modèle de boycott. Donc, je peux me féliciter. N'est-ce pas, de ce que les Camerounais suivent ce mot d'ordre. J'entends bien madame le professeur qui nous a fait imposer en 2013 le pourcentage, la proportion de 30%, une militante du RDPC, qui nous a fait imposer une jurisprudence qui ne se respecte même pas. Parce que quand elle parle de loi, je suis impressionné par cette manière de parler de la loi. Vous savez, pour la petite histoire, c'était une idée c'était une circulaire du RDPC qui demandait aux militants du RDPC de mettre 30% des femmes. C'est l'histoire. Et les gens qui cherchent les postes en complicité avec le système judiciaire nous ont imposé en 2013, n'est-ce pas, cette proportion, et on a systématiquement éliminé les listes des partis politiques d'opposition. Il y a des analystes ici. On peut observer les listes. C'est une démarche volontariste. C'était une circulaire. Le MSC n'a jamais adhéré à cette volonté du RDPC qui est devenu une jurisprudence et avec laquelle on a éliminé. Vous voyez qu'il y a des acteurs qui sont fabriquent les faits. Non, je suis heureux de trouver Madame Difo ici pour lui rappeler ça, qu'elle est de ces acteurs, qui avait une seule femme sur une liste de 25, ils validaient la liste. Donc quand vous êtes dans l'extrême où les gens ne sont pas éduqués, vous n'allez pas fabriquer. Vous n'allez pas fabriquer. Et le président Garga. Vous insinuez qu'il y a des Camerounais qui ne sont pas éduqués. Alors il y a une différence entre l'éducation au sens école et l'éducation au sens culturel, où la femme ne va pas au devant de la scène. Où la femme ne va pas au devant de la scène, et des acteurs politiques ont bien plaidé cette particularité-là, ce particularisme-là, et malgré ça, le juge n'a pas tenu compte de ce particularisme, et on a imposé, non madame, vous ne pouvez pas imposer à l'extrême de mettre 30% de femmes sur des listes. Ce n'est pas possible, on ne va pas refaire le débat. Et j'ai dit c'était malhonnête de votre part de travailler avec le RDPC main dans la main pour imposer son parti politique. Et s'il faut apprécier, on est aujourd'hui en droit de demander, en droit de demander à madame Difo de nous faire, si on a fait un audit de cette participation de ces 30%, si ça a amélioré, combien de femmes formées par moi, Women in Politics, sont effectivement sur les listes parce qu'elles ont été formées, parce qu'elles ont été amenées au terme de cette information. Non, vos informations, je suis désolé, je suis également un observateur, sont fausses. Vous êtes une militante du RDPC, tapis dans la société civile. Tapis dans la société civile pour truander les partis politiques d'opposition. Je suis désolé. Et je l'affirme. Vous avez apporté des éléments de réponse à ma première question. Mais je dois répondre à ces questions. Bien entendu, madame le professeur. Comme vous avez parlé de la loi. Parce qu'effectivement. Vous avez dit que le boycott se porte bien. Se porte bien. S'il vous plaît. Quand on parle du discours haineux, vous savez qu'au Cameroun, on fait des lois et ceux qui les respectent le moins sont les gens qui les tenants du pouvoir. Vous observez sur les réseaux sociaux que ceux qui tiennent le plus de discours haineux sont les tenants, n'est-ce pas, du parti au pouvoir. Et donc, je suis au regret de constater que madame le professeur regrette qu'on applique pas la loi. On ne peut pas. On ne peut pas. Je ne savais pas que vous étiez sur ce plateau. Bon, vous ne savez pas que vous étiez sur ce plateau parce que je ne savais pas fait le plaisir. Non, je ne savais pas que vous étiez sur ce plateau. Mais si vous voulez qu'on discute, prenez rendez-vous autrement. Et cette loi aura du mal à être appliquée tant que ce sont les tenants du pouvoir
qui sont les premiers à tenir les propos haineux. C'est des travaux scientifiques qui ont été effectués et qui l'ont démontré. Il y a un candidat député qui était sur le terrain. Vous avez dit que le boycott se porte bien. Et comment est-ce que vous appréhendez cela? Quelle est l'unité de mesure? Est-ce que c'est l'abstraction par rapport aux participations des populations au meeting, ou alors est-ce qu'on vous a confié, vous avez mené une enquête pour savoir que... Les images parlent d'elles-mêmes. Les meetings sont très peu courus. Sur tout l'ensemble du territoire, vous avez vu, il y a un ministre délégué en place, il a fait un meeting avec des chaises vides, parce que peut-être ça la politique de la chaise vide. Personne ne sait, chacun a sa manière d'apprécier. Ça devait être dans le littoral, quelque chose comme ça. D'accord. Allez, monsieur, bienvenue, vous voulez réagir? Oui. C'est vrai qu'à un moment donné, si j'avais été informé que le MRC serait sur le plateau, peut-être que je ne serais pas venu, parce que nous sommes venus discuter ici des élections à venir et non avec ceux qui veulent boycotter ces élections. Et je crois qu'il peut y avoir des tribunes assez appropriées pour ceux qui veulent boycotter les élections. Mais qu'à cela ne tienne, lui étant déjà là, je ne sais pas, comme vous avez dit tout à l'heure, est-ce qu'il a une unité de mesure pour savoir que les élections sont boycottées. Moi, par contre, le député, c'est un député de la nation, mais pour parler de ma circonscription, je reviens d'un meeting dimanche le 26 dans le Nyon-Kelly, dans la localité de Makak, qui a fait 500, 600 000 personnes. Et je peux vous donner rendez-vous pour les jours à venir, le 7 et le 8, pour voir comment ça se prépare. Non, je pense que c'est un discours. D'ailleurs, comme les uns et les autres l'ont dit, c'est une forme d'expression en démocratie, le boycott. Ils sont dans leur droit de dire qu'ils ne veulent pas participer aux élections. Maintenant qu'ils arrêtent, ou alors leur base militante, ils peuvent essayer de convaincre leur base militante d'aller pas voter. Maintenant, le vote étant un droit pour tout citoyen, il faudrait quand même que les Camerounais aillent voter. C'est maintenant ou jamais il faut aller décider du destin de notre nation. Alors, M. Benou, est-ce que l'objectif, vous l'avez vécu? En tout cas, vous avez parlé d'expérience tout à l'heure. Vous avez boycotté les élections au Cameroun 2 fois, le SDF, pour ne pas le nommer. Est-ce que l'objectif n'est pas de discréditer, comme l'indique d'ailleurs cette caravane de Je vote en 2020? Est-ce que l'objectif final de ces personnes qui veulent boycotter le scrutin, ce n'est pas de discréditer les élections par un taux d'abstention et donc on vous jette, vous, les partis politiques, on vous lance un défi? Écoutez, le boycott, c'est une démarche, comme je l'ai dit au début de ma première prise de parole, c'est une démarche. Vous dites bienvenue, Njib n'a pas le droit de s'émouvoir. On peut comprendre que j'ai dit qu'en démocratie, le boycott est une façon de s'exprimer. Le SDF a dû emprunter le boycott à un moment de sa vie. Vous en êtes ressorti avec quelques plumes laissées sur le carreau? Oui, la démarche, n'oubliez pas, c'était pour améliorer le système électoral. Parce que nous estimions que aller avec les lois qui étaient à l'époque, c'est comme aller à l'abattoir. Bon, c'est vrai que ça n'a pas beaucoup évolué depuis ce temps-là. Mais si vous dites le boycott, c'est pour faire barrage à la démarche de Madame le professeur, je ne crois pas. Je crois que les arguments que les adeptes du boycott avancent sont compréhensibles, sont défendables. Oui, parce que si on dit que le système électoral est mauvais, ça c'est un combat auquel le SDF adhère. Bon, mais de là à dire on opte pour le boycott, ou bien la crise du nord-ouest et du sud-ouest est un argument. Parce que ces partis, certains d'entre eux sont allés aux élections en 2018, il y avait toujours la crise. Donc c'est une position qui est attaquable. Donc moi je dis pour ce qui est de mon parti. Et surtout qu'à l'époque, lorsqu'on demandait à ces partis d'opposition d'arrêter de ne pas aller aux élections, ils étaient les premiers à nous dire non, il faut qu'on aille aux élections. Voilà. Vous n'étiez pas la cause de la scène politique, monsieur. Si, bien sûr. Et il me souvient, nous avons participé aux élections en 2018. Il me souvient par exemple que pour le MRC, le candidat Cabral Libi est arrivé 3e à cette élection présidentielle de 2018. Pour le MRC, lorsque le président du MRC sortait du président, il disait qu'il va aller aux élections. Bon, on ne sait pas quel cataclysme a eu lieu pour qu'il change d'avis subitement. Mais vous n'avez pas vécu les obstructions auxquelles nous avons fait face. Oui, nous avons tous fait face et nous les déplorons tous. J'ai dit que pour ce qui est de la démarche, je n'adhère pas, mais il y a des éléments qu'on peut défendre dans votre démarche. Donc, le boycott, pour moi, c'est une façon de s'exprimer. Je crois qu'il y a des personnes qui y adhèrent. Mais dire que les meetings ne sont pas courus, je crois que c'est une demi-vérité.
Oui, je vois, je constate beaucoup de meetings qui sont courus. Certes, tous ne sont pas courus. Joël Moussa prendra la parole, après le professeur, juste une réaction de vous, et puis il prendra la parole. Je voudrais lui poser la question de savoir si on est parti pour une opération de boycott contre boycott. Mais professeur Justine Difo, à vous d'abord. Oui, merci de me redonner la parole pour remettre sur les rails un certain nombre de choses. D'abord, un leader qui utilise des propos excessifs, vous êtes malhonnête. Je voudrais qu'en matière de leadership et d'éducation, pour ceux qui souhaitent gouverner ce pays, que l'on mesure ces propos, parce que on ne voit la malhonnêteté que dans le camp d'en face. Parce qu'on reconnaît cette malhonnêteté. Donc, on est soi-même le reflet de cette malhonnêteté. Donc, je voudrais retourner à l'auteur de la malhonnêteté, sa vertu. Donc il a une vertu, c'est une vertu pour lui, il est malhonnête, c'est pour cela qu'il voit la malhonnêteté quelque part. Moi je ne peux pas voir la malhonnêteté en quelqu'un si je n'ai pas les preuves à A plus B que ce que je dis est vrai. Alors donc c'est le reflet de son propre état d'âme, c'est ce que je veux dire. Maintenant ensuite, il a été dit que nous avons fait que les institutions imposent 30% aux partis politiques au point de rejeter les listes. Que non. En 2013 et en 2018, s'agissant de la sénatoriale, les listes de candidatures quand le président du conseil électoral de l'époque, le docteur Fonkam Azou, trouvait au moins une femme sur une liste, cette liste n'était pas rejetée. Malheureusement pour eux, lorsque la loi, le code électoral a dit la constitution des listes de candidats aux différents scrutins de listes prendra en compte la composante sociologique et le genre. Les gens ont snobé le genre en croyant que en alignant des femmes sur les listes de suppléants, ça passerait. Malheur en a pris, le Conseil électoral a rejeté cette liste, le Conseil constitutionnel, la Cour suprême siégeant comme Conseil constitutionnel, a entériné cette décision et nous nous en réjouissons. Que l'on mette sur Difo, bravo, je marque l'histoire parce que effectivement notre combat, et ça c'est un bon combat, c'est un bon combat qui a abouti à 56 femmes à l'Assemblée nationale. Elles étaient 25 en 2007. En 2013, elles sont passées à 56. Ça, c'est quelque chose que je voudrais rectifier. La deuxième chose, RDPC tapis dans la société civile. Nous tous, nous sommes de la société civile. Mais nous tous, nous avons le cœur qui bat pour un parti politique. Un citoyen normal vote. Et lorsqu'il vote, il choisit effectivement un parti. Oui. Lorsque je dois fédérer les femmes de tous les partis politiques, lorsque je dois me battre pour le développement du Cameroun, je n'ai pas besoin de la casquette d'un parti politique, je dois être sur le terrain de l'humanitaire et c'est à ce titre, je ne cache pas mon appartenance au RDPC. En revanche, lorsque nous organisons nos formations, nous avons les femmes, les candidates du PURS, du SDF, du PCRN, vous les avez vus. Donc, effectivement, et nous avons même vu des candidats du MRC en juillet dernier, lorsque nous avons formé les candidats au cercle municipal. Donc, élément fédérateur, je dépose ma casquette du RDPC et je travaille pour la société civile pour atteindre les objectifs de développement inclusif du Cameroun. Ce qui me permet de sortir par là pour dire que on parle d'une certaine effervescence de la réussite des mots d'ordre de boycott sur le terrain. Mon œil, je crois que c'est faux. Nous ne vivons pas les événements dans le même Cameroun. Vous voyez un pays qui est sous programme. Effectivement, on ne voit pas autant de banderoles que par le passé, mais nous recevons dans nos groupes, dans nos forats, n'est-ce pas, les images qui viennent de la base. Les gens font la campagne de proximité, le porte-à-porte. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont peut-être pas suffisamment d'argent comme par le passé pour organiser des méga meetings. Mais en même temps, il y a un problème sécuritaire. Il y a encore 5 jours. Il y a encore 5 jours devant nous, avant ces élections, 6 d'ailleurs. Voilà, ils ont opté pour le porte-à-porte et ça se vit dans les mots d'ordre de boycott. Peut-être ils sont porteurs dans les réseaux sociaux, mais dans la réalité virtuelle, où on voit ces frémissements, mais je ne pense pas que dans la société camerounaise, ces mots d'ordre porteront tels qu'ils sont rêvés aujourd'hui. Ça reste encore un fantasme. Joël Moussa, y a-t-il le boycott ou alors les boycotts de ce scrutin? Je voudrais que vous analysiez un peu la situation. Est-ce qu'on assiste à plusieurs types de boycotts par rapport à cette élection? Ça, c'est dans un premier temps. Dans un second temps, est-ce qu'il y a un seul boycott des boycotts?
Bon, tout ça là, c'est un jeu de mots, hein, que, ma foi, je ne sais pas. Est-ce que c'est digne d'intérêt? Mais ce qu'il faudrait rappeler aux Camerounais, c'est que d'abord, l'abstention, ce qu'on appelle en langage technique l'apathie relative, est une maladie de la démocratie camerounaise. C'est-à-dire que depuis 1992, on a connu un taux de participation assez important des élections. À partir de 1996, ça a commencé à baisser. Et justement, 1997 a été un moment fondamental lorsque la plupart des partis d'opposition décident de boycotter la présidentielle de 1997. Cela a été un moment fondamental parce que depuis lors, le taux d'abstention se situe autour de 40%. Même pour la présidentielle, où le MRC, à laquelle le MRC avait un candidat, le taux d'abstention, on a eu un peu plus de 3,5 millions d'électeurs. Et pour environ 6,8 000 inscrits. Vous avez dit que le MRC ne va pas manquer à ces élections? Non, vous dites, c'est pour vous dire que la constante est là. C'est-à-dire que depuis environ 23 ans aujourd'hui, le taux d'abstention se situe autour de 40%. Ce sont les chiffres. Vous prendrez toutes les élections, c'est-à-dire qu'on a même pensé qu'avec la refonte électorale, des listes électorales de 2012, on aurait pu connaître un gap en avant. Vous avez vu les campagnes de 11 millions de citoyens, du SDF même, de la société civile avec les nouveaux droits de l'homme, more women in politics, etc. À la fin de tout cela, Elekam vous a dit qu'il y a eu un peu plus de 400 000 personnes qui se sont inscrites, de nouvelles inscriptions. Et quand vous voyez le nombre de... Quand vous allez dans les... J'aimerais que les gens aillent un peu dans les représentations communales de l'Ekam. Quand vous arrivez, les cartes d'électeurs abandonnées traînent comme ça là dans des cartons entiers. Déjà, même quand les gens s'inscrivent, combien vont récupérer leurs cartes d'électeurs, etc. Maintenant, combien de Camerounais? Parce que... vous savez, quand je disais que 1997 était un moment fondamental dans la partie relative, c'est également le moment où un certain nombre d'acteurs majeurs ont décidé également de rejoindre la majorité présidentielle. Je vous rappelle que l'UNDP, 69 députés, en 1992 refuse de rejoindre la majorité présidentielle. Mais en 1997, Bello Bouba entre au gouvernement, par exemple, parce qu'avant, le RDP s'avait paré sur le MDR, l'UPC. Donc, quand il y a eu ce franchissement de cap et où la majorité présidentielle s'est étendue, on a continué à absorber l'UPC, etc. Les populations ont réalisé qu'à la fin, ils étaient tous pareils, c'était comme une forme de politique du ventre dont parle Jean-François Bayard. Donc du coup, les gens ont dit, ok, on a marché, on a brûlé les routes, on a sacrifié nos vies, etc. Et à la fin, les gens se sont retrouvés du même côté. Même sur le SDF, des suspicions assez fondamentales ont commencé à peser sur la connivence entre Frundi et le régime en place, etc. Tout cela a fait en sorte que les gens ont dit, chacun s'occupe de ses affaires pour envoyer ses enfants à l'école, se loger, se nourrir, et que la politique aux politiciens, la vie à la vie. Et là, justement, c'est là où la société civile et même la presse a commencé à suppléer même l'opposition. Vous comprenez un peu? Le débat politique aujourd'hui est mené par qui? C'est mené par les journalistes. Et dans une large mesure, la société civile. Je reviens maintenant au boycott. Je suis un peu curieux de savoir comment est-ce qu'on mesure le boycott. Moi, je mesure le boycott par la participation des partis politiques. Kalabouri a dit que les meetings ne sont pas courus. S'il vous plaît. Le pays est mais il n'y a pas d'argent. Professeur, en 1997, en 1992, lorsqu'on a dit qu'on boycottait les élections, on a vu les principaux partis politiques. Lorsqu'on a dit boycott des législatives, les principaux partis de l'opposition n'y sont pas allés. Quand on a dit qu'on boycottait la présidentielle en 1997, on a vu que la plupart des partis politiques arrivés en tête lors de l'élection présidentielle de 1992 n'avaient pas participé. Aujourd'hui, vous avez l'ensemble, vous avez environ 10 partis qui sont représentés au Parlement, c'est-à-dire Sénat et Assemblée nationale. 9 et j'en passe. Donc, UPC, il n'y a pas matière à pouvoir s'inquiéter. Ces chiffres. À Marois 1er, je suis heureux que Okala Ibori vienne de l'extrême nord. Il y a 7 listes à Marois 1er. 7 partis politiques candidats pour l'élection municipale à Marois 1er. Quand vous voyez la bataille de Marois 2e, de Garoua 2e par exemple, vous voyez ce qui se passe avec le FSNC et d'autres partis politiques dans la Damawa aujourd'hui. Je vous remarquerai que, exception peut-être notable de l'UDC où le président national n'est pas sur le terrain, ça fait
pratiquement 10 jours aujourd'hui. Je vous rappelle que la plupart, certains présidents de partis politiques n'ont pas quitté Yaoundé parce qu'il y avait le triomphe de la 37e promotion l'ENMIA. Et c'est reparti un peu plus tôt vendredi. Mais je vous ferai remarquer que depuis le week-end, la plupart des présidents de partis politiques sont sur le terrain. Ils font des meetings, ça se tient à des endroits, mais nous avons l'illusion en ville. Et je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. D'abord, l'élection est très éclatée dans les centres urbains. Vous n'allez pas comparer la commune de Fumban, par exemple, qui s'étend sur des centaines de kilomètres, voire des milliers, à la commune de Yaoundé 6. Vous voudrez que les meetings se passent comment? Lorsque une liste a fait un meeting à Acacia, ou bien à Etouguébé, vous voulez qu'on fasse encore un grand meeting à Mendong, après on fait l'autre rond pour Express, après on fait... Je voudrais justement... C'est pour cela, je termine s'il vous plaît. C'est pour cela que lorsque quelqu'un fait un grand meeting, peut-être à Douala 2, quelqu'un fait un grand meeting au marché central ou bien au stade Marion, etc., il décide par la suite de faire le porte-à-porte. Il cherche les associations de jeunes, les associations de Bayam Selam, etc. Et à la fin du processus, il va faire peut-être un meeting de un méga meeting. Alors, Okale Bodé, avant de donner la parole à Bienvenue, est-ce que vous avez concocté, mis sur pied un budget pour la surveillance du territoire, pour qu'il y ait effectivement ce boycott, pour avoir des agents de renseignement qui vous donnent les informations minute par minute pour savoir où est-ce que le meeting a été boycotté, où est-ce que les citoyens ont refusé d'accueillir les caravanes de campagne des partis politiques qui sont engagés à cette compétition. Est-ce qu'on n'a pas besoin de moyens particuliers pour avoir ce type d'informations? J'ai pas besoin de déployer de l'argent ou de déployer des gens de manière automatique adhèrent et nous envoient les informations, les images circulent sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on a besoin de dire à quelqu'un il faut filmer le meeting quelque part pour nous, un meeting foiré quelque part pour nous envoyer ça? Et puis après il y a autre mesure, monsieur Okala. Et puis il y a à côté de ça, vous posez la question de savoir si on a mobilisé des personnes sur le terrain, des espions. Non, ça répond à une démarche stratégique. Vous voulez me demander de dévoiler des aspects de notre stratégie? Non, nous ne pouvons pas le faire, mais nous tiendrons le moment donné les gens informés du niveau de participation et de savoir si effectivement le mode de boycott a pesé dans cette élection. Je n'ai jamais nié qu'il y aurait élection. Il y a des élections comme ça depuis 1992. Quelqu'un a parlé, il y a un historien des élections ici. Il a bien parlé de ces élections. Mais ça me permet également de dire que Elekam, malheureusement, n'est pas sur ce plateau, pour dire à Elekam que Elekam participe également de cette fraude. Et ça, c'est depuis de longues années. Je voudrais prendre un petit exemple simple sur les calculs. Pour dire que Elekam ne fait jamais des inscriptions. Parce que vous avez sur le terrain des machines qui font perdre des noms. Vous avez sur le terrain des inscriptions, on fait semblant de faire des inscriptions et au finish, on n'a pas un nombre d'électeurs qui augmente. Je vais vous prendre un petit exemple simple. Je viens de faire les calculs. Si vous prenez 10 personnes par jour inscrites par Elekam, vous avez 3600 personnes. Au bout de 8 ans, si vous prenez ces 3600 personnes, vous multipliez par 27 jours. Imaginons que le mois, quand on enlève les week-ends, c'est 27 jours. Vous êtes à pratiquement 97 000 personnes. Et puis, au terme de ce processus d'inscription, sur 8 ans, vous devez en principe avoir 9 millions de personnes inscrites. Ajoutez à cela les 6 000 qu'on avait laissés au moment de la... Les cas n'inscrivent pas sur 12 mois. Hein. Non. C'est de janvier à août. Même si on refait de janvier à août, on serait au moins... Oui, je suis d'accord. Ce qui est tout à fait normal. C'est jusqu'à août. Ça fait environ 8 mois. Ce qui est environ 8 mois. Mais même si on s'en tient à 8 mois, on constaterait que... Vous revendiquez plus de 10 millions d'inscrits sur les listes électorales. En principe, on devrait avoir si Elekam faisait effectivement son travail. Si Elekam inscrivait effectivement, c'est le cas. Monsieur Bodé, de vous à moi. Comment, dans ce contexte-là, le MRC, votre parti politique, a quand même accepté d'aller à l'élection présidentielle d'octobre 2018? Oui, quelqu'un a rappelé sur ce plateau que nous avions annoncé à la sortie du président élu de prison que nous irions à l'élection, à s'attirer à ce qu'on appelle le leurre parfait. On peut vous donner l'illusion effectivement qu'on va aller à l'élection. Et comme ça, puisqu'on sait que de l'autre côté, vous n'aurez pas le temps de fabriquer des candidats, des sparring partners, on vous amène jusqu'à la dernière ligne, on dit à la dernière minute qu'on ne va pas à l'élection. C'est pourquoi vous voyez toutes ces frilosités et des partis politiques qui ont déposé des listes sans jamais avoir déposé des dossiers. C'est pas moi qui le dis. Chaque jour, où RDPC, des gens disent quelque part dans ces pays que nous n'avons jamais déposé de dossier. On ne sait pas comment on fait pour que nos noms se retrouvent dans ces listes. Donc, c'est un processus électoral biaisé. Et ça se voit chaque jour. Monsieur Benou, parce que si effectivement... Il y a un jour qu'ils ne se reconnaissaient pas dans les listes qui ont été rendues. Non, les candidats, je n'ai pas dit j'ai dit qu'il y a des candidats, il y a des candidats qui disent... Il y a des candidats... Je voulais dire une chose. D'abord,
par rapport à ce que M. Njoya Moussa, à l'analyse qu'il a faite, je voulais d'abord dire ceci. Il y a certes une désaffection de la population par rapport aux élections à cause des fraudes répétitives. Mais vous avez tous remarqué qu'il y a eu un frémissement en 2018. À partir du moment où des nouvelles têtes comme Joshua aussi, Cabral Libi, Matomba sont entrés dans la scène politique, on a quand même remarqué un frémissement. Des meetings étaient excellemment courus comme en 92. Donc dire que cette désaffection continue jusqu'aujourd'hui, je ne suis pas d'accord. Par contre... Je peux d'ailleurs dire quelque chose en disant... c'est une première victoire pour nous. Tel que le disait... C'est une victoire pour les partis politiques de l'opposition. Pour le mouvement 11 millions de citoyens. Voilà. Parce que, comme le disait le professeur Njoya tout à l'heure, depuis 92, après 92-97, beaucoup de personnes n'étaient plus intéressées à la chose politique. Par les connivences, de par des mariages incestueux avec le parti au pouvoir, des partis comme l'UPC, l'UNDP, il a relevé tout à l'heure, mais lorsque nous sommes rentrés dans le jeu politique, déjà c'était une association où on a demandé aux Camerounais de s'inscrire sur les listes électorales. On a quand même vu un certain engouement. Aujourd'hui, nous sommes partis de ce mouvement pour devenir parti politique. Nous réussissons parce que déjà c'est une première victoire. On a fait inscrire. Alors, les gens ne s'inscrivaient plus. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que lorsque l'ECAN fait le toilettage, au bout d'une année, si vous n'avez pas 1 million d'inscrits et qu'on fait le toilettage pour enlever 500 000 personnes, et puis vous vous retrouvez avec un nombre réduit tout le temps. Mais les chiffres sont grandissants. Après 98, je vais dire 2018 et en 2020, les chiffres sont quand même grandissants. Donc, par exemple, si je prends pour certaines communes comme la commune de Matom, où nous sommes partis avec 5 000 et poussières en 2018 et nous nous retrouvons à 6 700 aujourd'hui. Il y a plutôt de l'engouement des citoyens sur la. Donc ça fait que je peux comprendre le problème du professeur, de M. Ebodé, qui dit si les meetings ne sont pas couverts. Bon, quelque part, ça peut être un désintérêt pour ceux-là qui organisent ces meetings par rapport à la population qui ne veut plus assister à ces meetings-là. Là, c'est encore autre chose, mais c'est pas que c'est le boycott forcément. Ça veut dire, moi, je vais vous prendre un exemple. Chez nous avons tenu un meeting en Macaque, je le disais tout à l'heure, qui avait fait beaucoup de monde. Les gens sont arrivés, 1000 personnes dans une petite localité. Et 6 jours après, le parti étant mis à mal, a fait venir 6 ministres de la République où on n'a pas trouvé 100 personnes. On ne peut pas parler de boycott. On peut parler d'une autre stratégie. Alors, la population a exprimé son désaveu par rapport à cela. Mais voilà, c'est une question d'idéologie politique et donc de formation politique. Voilà, ceux qui ont été là, qui vous disent non, on ne veut plus, mais on ne peut pas assimiler ça à un boycott. Très bien. Okala Ebodé, entre les de notes, vous aurez le temps de revenir tout à l'heure. Réaction de Njoya Moussa. Oui, d'abord je voulais faire une petite précision que j'ai oubliée tout à l'heure. Il faudrait préciser qu'à ces élections-ci, la liste de Boyo, dans le Mboyo, au nord-ouest du RDPC a été rejetée parce que c'était 2 hommes qui avaient été mis comme titulaires. Et le Conseil constitutionnel a dit qu'il fallait au moins une femme. Un homme et une femme. Un homme et une femme. Et vous verrez que dans les hauts plateaux, la liste qui avait été adoptée par le RDPC au départ et publié dans les réseaux sociaux, qui mettait 2 hommes, a été modifié, notamment Bernard Fongang et Théodore Dato, a été modifié pour qu'il y ait au moins une femme. Parce que justement, on leur a fait remarquer qu'ils allaient au casse-pipe. Et je pense que dans certaines... C'était une liste de combien de députés? 2 députés. Une liste de 2 députés. Donc, pour faire remarquer aux uns et aux autres que l'approche genre a été consacrée comme un peu une coutume, un usage, un modus vivendi. Est-ce que cela nécessiterait une consécration légale? Moi, je pense bien. Mais c'est dans le code cela doit... On a dit l'approche genre... Puisque de toute façon... On a dit l'approche genre, on n'a pas déterminé la proportion. Voilà, c'est le quota qui n'est pas fixé. S'il vous plaît, il faudrait que le législateur prenne sur lui, ceux qui auront à l'Assemblée prochainement, prennent sur eux de fixer un quota minimal. Vous avez pointé le doigt sur comme c'est le Sénégal, etc. Et la deuxième chose qu'il faut remarquer également, c'est que, quoi qu'on dise, on a observé même si très militairement encadré, mais on a observé des meetings dans la zone anglophone, par exemple. Je prends le cas du FACO, où même le SDF a eu à tenir son meeting.
Vous avez vu certains pontes du régime ont essayé de défier comme ça les Ambabos, il faut aller dans le Libya, etc. Malheureusement, hier, je crois, les caravanes très militarisées, je l'ai précisé. Et on a tiré sur la voiture d'un militant hier à Bamenda, c'est le lieu de le déplorer. Mais la sécurité porte également un coup. Il y a le contexte économique, il y a tout ce qu'on peut relever tout à l'heure quant à la campagne, mais il y a également des acteurs qui sont motivés, certains font preuve d'innovation. Moi, je vois la bataille, par exemple, à Vouri-S, Douala 5e, par exemple, qui est très disputée entre le SDF, le RDPC, le PCRN et un certain nombre d'autres acteurs, le PUS, le PADEC, etc. Je vois la bataille qui se déroule là-bas. J'ai vu surtout la bataille lors du contentieux constitutionnel. Vous ne pouvez pas dire que les gens ne s'intéressent pas à des élections où vous avez près de 130 affaires au rôle. Ça, c'était pour les municipales, la chambre administrative. Parce que si vous comptabilisez le contentieux dans les 10 régions, devant les 10 tribunaux administratifs, on était pratiquement à près de 700 affaires. Et ceux qui sont venus, il y a de l'intérêt pour ceux qui sont venus en appel, vous aviez pratiquement 130 affaires inscrites au rôle. Pour ce qui est des municipales, on en avait environ 45 affaires inscrites au rôle pour le contentieux des législatives. Donc, pour dire que voilà les peu d'éléments quantitatifs qui peuvent nous permettre de mesurer quel est le niveau d'adhésion. On peut dire qu'actuellement, les entrepreneurs politiques adhèrent massivement au processus électoral. Les résultats des élections nous diront, est-ce qu'il y a eu aggravation de l'abstention au-delà de 40%, ou bien est-ce qu'il y a affaissement? Je termine en disant un truc à M. Ndi. Il est une chose, et je le précise encore, que les gens s'inscrivent. Il est toute une autre chose que les gens participent aux élections. Je vais vous dire une chose. En 2012, lors de la refonte des listes électorales, le RDPC, par exemple, en a fait une campagne bis. C'était comme une pré-campagne pour les législatives. Les gens étaient même payés pour s'inscrire. Je vous rappelle qu'on avait décidé de rendre la carte nationale d'identité gratuite pour que les gens puissent s'inscrire massivement. Les élites du RDPC avaient fait du taux d'inscription sur les listes comme un objectif, un échauffement pour l'élection. Du coup, les gens avaient été payés, les gens, tambour bataille, les gens étaient même nourris, les agas ont déplacé les membres de l'ECAM pour les installer dans certains cours. On a même enrôlé des étrangers. Voilà, on a même enrôlé les gens s'alignaient à la file. Vous avez les éléments de preuve de ce que vous dites, M. Benoît? Non, écoutez, moi je suis dans un quartier, il y a beaucoup d'étrangers. S'il vous plaît, je vais terminer. Qui ont des cartes de vote. D'accord. On peut la DGSN du bonus en sur les conditions de délivrance de la carte nationale d'identité. Une chose est sûre, quand même, il y a quelqu'un qui a été disqualifié par le Conseil constitutionnel parce qu'il était français et il avait un carte d'électeur. Si vous voulez qu'on y aille. Voilà. Bon, pour revenir à une chose, il n'est pas seul, hein? C'est parce qu'il n'était pas l'ami des gens à un moment donné. Et pour vous dire que, un militant pour vous dire qu'à un moment donné, les gens se sont inscrits. Même la campagne que les 11 millions, les morts ou même une politique, les gens ont parfois adhéré par effet de mode. Tu dis à ton ami, viens, on s'inscrit, machin, tu s'inscris, mais entre l'inscription et le retrait de la carte, il y a deux actes fondamentaux. Aller retirer sa carte et lorsqu'on a même la carte, aller voter. Vous comprenez un peu? C'est deux choses bien différentes. Allez, on a bien compris l'intérêt de la campagne de Madame le professeur Justine Difo. Alors, en ce moment-là, vous ne menez pas cette campagne contre les déclarations de boycott des uns des autres, mais contre le comportement même des citoyens camerounais. Oui, bien sûr, je vous ai bien dit, nous n'avons pas, notre campagne n'est pas une génération spontanée. Notre campagne s'inscrit dans les séquences du programme Démocratie au féminin, qui est un programme d'utilité publique financé par l'Union européenne en 2016 et qui courait jusqu'en 2018. Donc il y avait la mobilisation, la sensibilisation de masse à des hommes et des jeunes filles en âge de voter sur les listes électorales, aller s'inscrire sur les listes électorales. Il y a cette campagne pour le retrait des cartes d'électeurs. Et aujourd'hui, nous sommes sur le terrain pour leur dire, vous avez retiré vos cartes, ou alors si vous ne l'avez pas fait, ne l'oubliez pas, retirez vos cartes et allez voter. Vous comprenez que j'ai dit tout à l'heure que nous... Elles peuvent aussi voter sans carte, hein. Oui, avec la pièce d'identité. Oui, si elles sont inscrites, elles regardent leur liste, elles peuvent voter avec leur pièce d'identité si le nom. Parce qu'il faut dire aux Camerounais que si vous avez perdu votre carte d'électeur ou vous n'avez pas pu retirer, si vous connaissez le centre de vote où vous êtes inscrit, voilà, vous pouvez vérifier, même par internet, vous pouvez vérifier votre bureau de vote et vous allez voter avec votre carte nationale. Au Calais Bodé, une réaction. Est-ce que, en se mettant, entre guillemets, en exil,
le MRC ne sera pas sur le terrain pour voir aboutir son appel au boycott. Mais tu as dit que le MRC n'est pas sur le terrain. Le MRC est sur le terrain. En ce moment, j'ai failli. J'ai failli. Non, c'est pas. Voilà, les gens qui fabriquent les officines de ce parti-là. La déclaration de M. Sarkozy n'est pas fondée. C'est un fait. C'est établi. Donc, pour revenir donc à la campagne, sur le terrain, vous vous souvenez qu'en ce moment, on a des militantes du MRC dans l'Ondé qui sont malmenées par les autorités judiciaires et policières parce qu'effectivement elles ont fait le travail qu'elles avaient à faire, c'est-à-dire faire la campagne. Il faut rappeler que l'article 122 non, l'article 122, j'ai parlé de non, incite un ou plusieurs personnes à ne pas de fausses informations. C'est ce que la loi dit. De fausses informations. Si on dit de fausses informations, on peut lire, il n'y a pas de problème. Non, je dis l'article 122 du Code pénal. Du Code pénal. Il n'y a pas de... Mais dans tous les cas, c'est comme vous dire qu'il y a des gens sur le terrain qui mènent la campagne. Et moi, je vous ai dit, je suis de l'extrême nord. Je vous en prie. Et moi, j'étais dans l'extrême nord. Demander aux gens de rester chez eux. Oui, bien mort. L'expression de madame, de maître Alice Combes, c'est pied mort. C'est son expression. Mais nous disons à la population. Le pied mort, ne pas. Non, je ne peux pas justifier. Vous me demandez de justifier un concept produit par maître Alice Combes, avec laquelle je n'ai pas discuté pour connaître les tenants, le fond de sa. Mais vous le véhiculez également. Non, le MSI dit boycott. Le MSI n'a pas dit pied mort. Il ne faut pas faire la confusion. Et le MSI ne parle pas d'abstention. Le MSI parle bien de boycott. C'est-à-dire, restez chez vous, n'allez pas aux élections. Le moment venu, nous saurons comment nous allons déployer les gens sur le terrain pour nous ramener les informations liées, n'est-ce pas, à la portée de ce boycott. Peut-être la question première, c'est comment est-ce que vous déployez les gens pour le terrain pour empêcher Non, nous n'avons jamais dit que nous allons empêcher quelqu'un d'aller voter. C'est juste un discours que vous tenez. Nous disons aux gens, vous prenez vos responsabilités. Si vous estimez que la route, si c'est normal de faire Ngaoundéré, Maro en 12 heures de temps, c'est vous libre à vous. En voiture, libre à vous. Si vous estimez que c'est normal, n'est-ce pas, d'avoir la poussière en Colmé-5, c'est votre problème. Non, parce que, non, justement, le truc c'est que depuis des années, des gens sont allés à l'Assemblée, ça n'a jamais rien apporté. Non, ce n'est pas maintenant. Monsieur Dip, vous ne me prenez plus la parole. Vous m'avez pris la parole tout à l'heure, je vous ai laissé. Je vous laisserai plus prendre la parole cette fois-ci. J'ai dit que des gens ont été à l'Assemblée nationale. Vous vous souvenez, il y a quelqu'un qui passe pour expert ici sur cette question-là. Depuis 1960, l'Assemblée nationale, il n'y a pas eu, monsieur Dip, je ne vous ai pas coupé, je vous en prie. J'ai dit que depuis 1960, il a été démontré qu'il n'y a pas plus de 10 propositions de loi qui ont été validées par des députés à l'Assemblée nationale, propositions de loi déposées par des parlementaires, par des députés. Depuis le retour à la démocratie, aucune. Même depuis le retour à la démocratie, aucune. Et c'est pas les propositions qui ont marqué. Et ce n'est pas les propositions qui ont marqué. La proposition de loi du MRC portant modification de la loi portant au code électoral souffre à l'Assemblée nationale depuis le 4 décembre 2013, même pas 2014, depuis le 4 décembre 2013. Elle n'a jamais été même simplement sortie des tiroirs pour être poussée et regardée. Donc, ma foi, sauf si on veut aller changer la vie de quelques individus, moi j'aurais été très content également de partir. Mais nous disons qu'à un moment donné, il faut que les élections permettent de mettre au devant de la scène des gens qui sont l'expression de la volonté populaire. Pour il faut que... on doit laisser le boulevard au RDPC de concours. On a laissé... quand est-ce que vous avez modifié, vous avez influencé la modification d'une loi? 2 secondes. Monsieur Diaz, je vous en prie. Je dis, c'est une habitude de me prendre la parole et de me troubler. Je dis, personne ne peut nous faire la preuve de ce que la participation des députés de l'opposition à l'Assemblée nationale a modifié quoi que ce soit dans l'évolution de ce pays. Si la condition c'est quoi pour vous? La condition c'est quoi? Le nettoyage institutionnel, c'est le nettoyage code électoral. Oui, mais c'est simplement, on veut un code électoral qui permette, je dis bien, au-delà des autres raisons, nous voulons un code électoral qui empêche un sous-préfet de signer 24 dossiers sur 25 pour nous disqualifier à l'avance. On veut un code électoral qui interdise ou qui empêche un sous-préfet, comme sur le Yaoundé 3, vous avez vu sur le terrain, ce n'est pas de la fabulation, qui nous signe sans problème, n'est-ce pas, un certificat de domicile, sans tenir compte de ce qu'est les militants cachés d'un parti. Vous avez vu, nous voulons un code électoral qui permet, qui empêche un maire, vous avez également vu ça à Yaoundé 3, mandat dit à Mondovision, j'ai dit je ne signe pas et il ne signe pas. Donc, au-delà des autres raisons, je dis, il faut qu'à un moment donné, notre système électoral nous permette de produire effectivement les gens qui sont l'expression de la volonté populaire. Bien que je n'ai pas parlé depuis quelques temps. Oui, 2 secondes. Moi non plus. Voilà, Joël Moussa, allez-y, en quelques secondes, avant de donner la parole aux autres intervenants. Il faudrait qu'on se dise des vérités.
Au Bénin, tout récemment, il y a eu une élection législative sans aucun parti d'opposition. L'élection s'est tenue. Le parti de M. Talon, Patrice Talon, vous parlez du président, a eu 100%. Et le Bénin est là. Ils n'ont pas boycotté. Ils ont été systématiques. Voilà. Ce cas-là, vous vous êtes plaint tout à l'heure. Je veux dire ceci. Je fais comme vous. Je veux dire ceci, que la non-participation d'un parti politique à des élections ne va pas goudronner les routes, ne va pas donner l'eau, ne va pas donner l'électricité davantage. Mais ce que je sais d'une chose, c'est que du fait de l'action institutionnelle d'un parti comme le SDF par exemple, étant à l'Assemblée nationale, ou le PCRN, s'il vous plaît, un code électoral. Le code électoral, si, avant les textes étaient éparpillés, on a dit qu'il faut un code électoral unique pour qu'on puisse avoir de la visibilité sur les textes. On a rassemblé, même si c'était de la justification à droit constant, on a fait un texte électoral unique. L'une transparente que les gens utilisent aujourd'hui. L'informatisation des listes électorales, le raccourcissement des délais de promulgation des résultats pour les élections locales, par exemple, municipales et législatives. Vous comprenez un peu. C'est des batailles qu'il fallait remporter. Le changement, quand vous voyez, s'il vous plaît, quand vous voyez le changement des textes de loi, organisant par exemple le recours, les recours contentieux, préélectoral ou post-électoral, vous voyez maintenant, c'est dans les tribunaux administratifs. Pour rappel. À l'époque, si vous avez un contentieux pour la mairie de Touboro, vous deviez payer le transport pour venir à la chambre administrative de Yaoundé. Oui. Le SDF a dit, nous avons les candidats qui n'en ont pas les moyens. On a décidé de faire que les contentieux pour les municipales se tiennent dans les régions. Alors, tribunaux administratifs des régions et pour les législatives, parce qu'on est député de la nation, on conserve ça au niveau du Conseil constitutionnel. Moralité, nier aujourd'hui que l'action institutionnelle, pas seulement du SDF, mais de l'ensemble des partis politiques d'opposition qui ont intégré le jeu institutionnel depuis 1992, n'a rien produit comme avancement. Quelqu'un a parlé tout à l'heure de demi-vérité. Très bien. Alors, bienvenue, Dip. L'appel ne sera pas entendu. Vous l'avez indiqué tout à l'heure du côté d'Union Ekele où vous êtes candidat. Demain, sera fait de quoi? Est-ce que le discours consistera un peu à dire ce que dit Njoya Moussa? Il faut aller de l'avant, il faut participer, même si il y a des regrets s'agissant du processus électoral dont on sait qu'il n'a pas été toiletté au dire de certains partis politiques. Personne ne peut nier qu'il n'y a pas de problème. Personne ne peut nier cela. Le code électoral a des problèmes. Tout le monde, tout l'ensemble des Camerounais le relève. Mais il faut. Moi, je suis même surpris par la superficialité des problèmes que posent certains, parce qu'il y a même des problèmes beaucoup plus sérieux qu'il ne faut même pas. Il faut aller aux élections. Maintenant, on peut avoir, par exemple, on a des problèmes. Nous, on a des problèmes avec, pas avec le code forcément, mais avec certains partis qui sont sur le terrain avec nous. Alors, je ne pouvais pas partir de ce studio pour dénoncer un ensemble peut-être de choses. Au lieu de parler de ce code électoral, au lieu de parler de ce boycott, je vais prendre l'exemple d'une commune qu'on appelle Bondjok chez nous, où dans un village de 300 âmes, on a vu les listes gonflées de 1200 électeurs. C'est peut-être le succès de votre campagne d'inscription. Je vais être à cela. Parce que nous avons décidé d'aller à ces élections. Il faudrait que ces personnes laissent la volonté du peuple éclater au grand jour. On ne veut pas de charter chez nous. Et vous savez, nous sommes une région où on a connu beaucoup de fusions de sang avant les indépendances. Et vous vous munissez contre ces violences verbales et pratiquement. Je profite de la tribune pour appeler à ces organes, l'organe qui est en charge de l'organisation des élections, toute l'administration, qui est chargé du maintien de la paix, de pouvoir... maintien de l'ordre. De maintien de l'ordre, je veux dire maintien de l'ordre, pour tout faire pour que ces choses ne se produisent pas.
chez nous le 9. Très bien. Messieurs, infiniment merci. Peut-être en 30 secondes, chacun va le dire. On voudrait solliciter la clémence de la régie pour que chacun, en 15 minutes, dise son dernier mot. Monsieur Menou. Oui, je voulais dire 15 secondes, oui. d'abord remercier M. Ndoya Moussaka Pierre qui a apprécié pour ma chapelle, pour le combat que le SDF a mené jusqu'à présent. Ce sont les acquis du SDF. Oui, et pour dire que à M. Kala Bedoguin, peu importe le nombre, depuis les 3 législatives que le SDF a eu à l'Assemblée nationale, on avait 43 députés, 18 députés, 15 députés, et on a toujours influencé d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. En réalité, il faut aller en compétition. Donc, nous pensons que si l'OMRC aurait mutualisé les forces avec le SDF, on aurait produit encore davantage. C'est un peu un échec de l'opposition. Oui. Non, je voudrais rapidement dire que quelqu'un a parlé du bien fait la présence du SDF à l'Assemblée nationale. Je voudrais quand même rappeler que je voudrais quand même, non, vous avez célébré le SDF. Je voudrais quand même rappeler que quand on parle de raccourcissement, c'est bien faux. La loi avant parlait de 48 heures pour les élections municipales pour prononcer les résultats. Aujourd'hui, nous sommes à 72 heures. Je voudrais voir dans quel sens va le raccourcissement. Deuxième chose, pour les élections législatives, à l'époque, on avait la commission départementale qui proclamait les résultats et on pouvait sereinement aller au contentieux de cette élection. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une situation où les commissions départementales ne proclament plus de résultats et nous sommes obligés de contester les élections sur lesquelles le Conseil constitutionnel est assis. Je veux bien féliciter ces avancées-là. Très bien. Joao Moussa, 15 secondes également. Oui, ce que je veux dire, c'est que les gens font comme si j'avais dit que le code électoral était parfait. Non. Mais je vais tout C'est pour relever les avancées. Mais il n'y a pas d'avancée. Moi, j'ai relevé les reculades. Non, c'est le droit de M. Kala Baudet de ne relever aucune avancée. Mais une chose est sûre, entre les élections organisées par le MINAT, à l'époque, et celles organisées par s'il vous plaît, confisquées dans le bureau du ministre, les règles d'expression des partis politiques dans les médias, vous comprenez un peu, les mécanismes des commissions locales d'inscription sur les listes électorales où tous les partis politiques présents dans la commune sont parties prenantes, ainsi que l'ensemble des mesures sur lesquelles dont nous pourrons parler lors des autres programmes. Si M. Kala Baudet estime que l'une est transparente, l'informatisation des listes électorales, qui fait aujourd'hui que quelqu'un sur Internet peut consulter son bureau de vote, n'est pas une avancée, bravo. C'est le PVD qui a fait foi. On n'a plus le temps. Professeur Justine Difo, en 15 secondes, parce que lisez-moi la loi. La régie nous fait déjà beaucoup de si là. Lisez-moi la loi. Cet original fait foi. On revient éventuellement. Non, l'original. Je vous appelle, monsieur Kala, mais sinon on sera coupé. Et on fait quoi au bureau de vote alors? Je vous appelle. Si on doit travailler avec un seul original. Non, on n'a pas dit un seul original. Monsieur Kala, tout PV original fait foi. Non, Joao Moussa, on aille à la conclusion de cette émission. C'est là. À la parole maintenant pour quelques secondes. Voilà. Votre prise de parole est passée, monsieur. Non, moi je ne vous ai pas coupé. Je suis dans le but, je suis là. Allez-y. Je voudrais utiliser mes 15 secondes pour appeler tous les Camerounais, toutes les Camerounaises qui représentent au moins 51% de la population et au moins presque la moitié du corps électoral à aller aux urnes le 9 février 2020. Parce qu'un citoyen modèle est un électeur modèle. Fait quoi, comme nous avons dit dans notre caravane, je vote. J'appelle les Camerounais à aller voter. C'est un devoir citoyen, c'est un droit civique. Messieurs, mesdames, merci infiniment d'être venus à cet autre rendez-vous, le débrief de l'actualité sur Canada International. Merci à vous qui êtes à la maison et partout dans le monde entier de nous